Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Alors que la crise financière fait peser de très lourdes menaces sur le commerce mondial, nous nous sommes rendus à Genève, sur les bords du lac Léman, au siège de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC, dirigé par Pascal Lamy, qui est donc notre invité, c'est le grand patron de l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Alors j'ai tout de suite envie de vous poser la question que tout le monde se pose, non seulement en Europe, mais aussi à travers le monde, aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Est-ce que vous pensez, compte tenu de toutes les mesures qui ont été prises, que l'on a atteint le pic de la crise, comme l'a dit le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn? Je l'espère. Je n'en suis pas sûr, parce que cette crise est une crise systémique qui se développe dans beaucoup de directions. Cela étant dit, je crois que les mesures qui ont été annoncées, dans la mesure où elles étaient coordonnées, déterminées, fortes et de très grande ampleur, sont de nature à combler cette espèce d'énorme déficit de confiance qui s'est développé dans le système financier depuis maintenant bien des mois. Donc je crois que c'était la bonne réponse, au bon niveau, avec la bonne force. Seul l'avenir dira si, sur le plan strictement financier, les choses sont stabilisées. Restera à en étaler les conséquences dans l'économie réelle, si je puis dire, la mienne, celle des fins de mois. Donc le monde va dans la bonne direction? Je l'espère. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, comme le sont les Français, les Européens, par cette valse de milliards? Tout d'un coup, on découvre que l'Europe, par exemple, est capable de mobiliser 1700 milliards d'euros, les États-Unis, plusieurs centaines de milliards d'euros également. On se demande où est cet argent et pourquoi on ne l'a pas, entre guillemets, sorti plus tôt des caisses pour agir. C'est sûr que c'est de la grosse artillerie. Hein, mais, disons, les munitions ne sont pas toujours celles de monsieur tout le monde. C'est pas forcément comme quand vous ou comme moi, on sort de l'argent de notre porte-monnaie pour acheter quelque chose. Une grande partie de ces sommes qui ont été annoncées sont des garanties. C'est-à-dire, au cas où il y aurait de nouveau un problème, alors on sait que le pompier est là. Mais le pompier ne va pas forcément vider tout l'extincteur. Hein, et je crois que beaucoup de gens souhaitent qu'il n'ait pas à vider tout l'extincteur. Donc, si vous voulez, ce n'est pas toujours de l'argent comme le vôtre ou le mien. Et ce qui est important, c'est que dans le système financier, l'origine de la crise, on y reviendra sûrement, qui est une crise de régulation, hein, qui est une crise aux États-Unis d'un système qui n'est pas régulé. Et comme la finance est globale, le fait que ce ne soit pas régulé aux États-Unis et que ce ne soit pas régulé au niveau mondial, quand il y a un pet de ce genre, se traduit par une crise de confiance. Le fait que les mastodontes étatiques se mettent en ligne est de nature à restaurer cette confiance. Par exemple, sur le crédit interbancaire, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, le problème n'est pas tellement les déposants qui feraient la queue pour retirer leur argent de la banque. Maintenant, on sait gérer ça, c'est garanti. Le problème, c'est les banques qui font la queue auprès des banques pour trouver des créances. Et ça, ce sont des sommes énormes. Hein, le crédit interbancaire dans le monde aujourd'hui, c'est 25 milliards de milliards. Hein, donc c'est absolument gigantesque. Et pour ça, il faut la grosse artillerie. Et pour reprendre votre expression, si les pompiers sont à l'œuvre, ils n'ont pas donc complètement éteint l'incendie? Je crois qu'ils ont déployé des moyens sans précédent. Seules les réactions du public, des acteurs financiers, diront si la confiance est là. Ce qu'on a vu sur les marchés actions ces derniers jours, sur les marchés financiers normaux, va plutôt dans la direction de signal reçu. On a beaucoup moins peur qu'avant. Mais ce genre d'incendie, il peut aussi y avoir des braises ou des choses qui repartent ici ou là. Et alors la comparaison qui s'impose, est-ce que c'est une crise plus grave que celle de 1929 ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Est-ce que c'est différent? Et Jean-Claude Trichet nous disait dans le Talk de Paris que c'était la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé, vous? Oui, disons, je pense, sur le plan systémique, c'est une crise, au moment où nous en sommes de cette crise, qui est du même volume que celle de 1929. La question qui se pose maintenant, pas de savoir si le déclencheur
est de la même taille. La question est de savoir si on en gère les conséquences de manière à éviter que ce qui s'est passé après la crise de 29, c'est-à-dire cette énorme contagion, notamment quand les Américains, et je peux vous montrer le portrait de deux messieurs, qui doivent être quelque part par là, qui sont pas très bien inconnus, qui s'appellent M. Smoot et M. Hawley, qui étaient un sénateur américain et un député américain, qui sont ceux qui ont fait voter par les Américains ces énormes augmentations de tarifs, de droits de douane, qui ont déclenché cet effet de domino dans le commerce mondial à l'époque. C'est ça qui, en 1929, a mis la vérole sur l'ensemble de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on sait, grâce à cette expérience, qu'il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. En matière de commerce, on a un système de régulation mondiale, le GATT, puis l'Organisation mondiale du commerce. Les gens ont négocié et se sont engagés dans des règles du jeu, dans une espèce de code de la route du commerce mondial. On n'avait pas ça en matière de finance, et d'ailleurs de fait, la finance est le parent pauvre de la régulation internationale, et c'est à ça qu'il faut remédier. Après les pompiers, si je puis dire, dont on vient de parler, il faut penser à la suite. Alors, nous allons en reparler, mais revenons à l'origine de la crise. On se souvient que cet été, les négociations de Doha sur le commerce mondial n'ont pas abouti. Je vous propose d'écouter à ce propos une question de Jim Ogland, le grand éditorialiste américain du Washington Post. Écoutons ensemble. Bonjour Pascal Lamy. J'aimerais vous poser une question simple, mais à mon sens importante. Pensez-vous que l'échec des négociations du cycle de Doha ait contribué à la crise financière mondiale ? Et si oui, que peut faire l'OMC aujourd'hui pour aider à résoudre la crise financière mondiale ? Non. Ce qui s'est passé en juillet n'est pas l'échec de la négociation de Doha, c'est un échec sur une partie de la négociation. C'est une course de haie, la négociation de Doha. Mais est-ce que ça a contribué au désordre financier mondial ? Réponse, non. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui un système de règles extrêmement développé qui engage les membres de l'OMC entre eux, que nous surveillons, que nous administrons. Et quand il y a quelqu'un qui ne suit pas la règle, il y a un mécanisme de règlement des différends, une espèce de tribunal. Donc le commerce mondial est à l'abri, si je puis dire, d'un choc systémique comme celui qu'on a connu dans la finance. Alors, on va y revenir, mais quand même, deuxième partie de la question de Jim Ogland, qu'est-ce que peut faire l'OMC pour aider à résorber la crise actuelle ? Ce que nous pouvons faire, dans le cœur de notre mission, c'est éviter toute réaction protectionniste. Éviter tout déclenchement, dans un pays ou dans un autre, d'une idée du type de ce que ces messieurs ont fait en 1930, qui consiste à dire « pour me protéger de la crise, je vais m'enfermer dans des murailles qui vont m'isoler du commerce international ». Et c'est une tentation qui est assez humaine. Hein. Quand tout va mal, quand on pète de trouille, on se réfugie sur ce dont on est sûr. Bon. Grâce à l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes à l'abri d'un choc systémique de ce genre. Nous avons des règles, nous les administrons, et le cas échéant, nous décidons qui a tort et qui a raison. Et néanmoins, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, pour éviter que ça s'aggrave encore, éviter une trop grande récession annoncée, le plus grand défi, c'est le protectionnisme ? Le plus grand danger, c'est le protectionnisme. Je pense que parmi les multiples dangers de la situation actuelle, il demeure un danger protectionniste, mais la police d'assurance est là. Et ce qu'il s'agit de faire en concluant ce cycle de négociation, c'est pas de créer la police d'assurance, c'est de l'améliorer, c'est de l'ajuster, parce que les rapports de force dans le monde d'aujourd'hui ont changé, et que notamment les Chinois, les Indiens, les Brésiliens trouvent que les règles dont on a hérité de la fin du dernier cycle, qui était il y a maintenant une quinzaine d'années, méritent d'être revues, ce en quoi je crois qu'ils ont raison. La France est quasiment entrée en récession, l'Europe va suivre et les États-Unis aussi. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a une menace de récession mondiale ? Alors, il est clair qu'il y a un risque, et il est d'ores et déjà avéré, de réduction de la croissance de l'économie mondiale. Hein, dans les années 2005, 2006, 2007, on faisait 5%. Hein, en 2008, on fera 4%.
En 2009, on fera 3. Donc 5, 4, 3 sur l'ensemble de l'économie mondiale. Dans cet ensemble, les pays développés, les pays industrialisés, c'est 2 tiers. Les pays en développement, les pays émergents, c'est 1 tiers. Bonne nouvelle, ceci serait intervenu il y a 10 ou 20 ans, c'était uniquement les pays industrialisés qui nourrissaient la croissance mondiale. Il y a 2 tiers du moteur de la croissance mondiale qui va en gros être à 0. Là, c'est la récession. Qui va être à 0 en 2009. La bonne nouvelle, c'est que les pays émergents, les pays en développement, eux, en 2009, ils seront encore à 6. Donc grâce à la Chine et à l'Inde, on n'est pas en récession, c'est ça que vous dites ? Nous sommes exactement sur le problème. Grâce, et dans la mesure où la Chine et l'Inde, et le Brésil et l'Afrique du Sud et l'Indonésie, et le reste de l'Asie peuvent continuer à tirer la croissance mondiale, le choc récessif qui va intervenir, je crois qu'il faut être clair là-dessus, sera amorti, notamment à condition que le commerce international continue à fonctionner. Donc pas de récession mondiale à ce stade. Ce sont les prévisions que je vous donne, sont les prévisions du Fonds monétaire international et de l'OCDE. Alors voici plutôt une nouvelle un peu rassurante, je dirais, dans le contexte de crise. Revenons sur ce que vous faites à l'OMC un instant, en revoyant, comme c'est la tradition de cette émission, le portrait qui a été réalisé par les journalistes de France 24. Regardons ensemble ce portrait de Pascal Lamy. Nous sommes le 29 juillet dernier. La réunion de l'OMC à Genève se termine par un échec après 9 jours de négociations. Le directeur de l'OMC, Pascal Lamy, encaisse le coup mais ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire. Ma première réaction, dit-il, c'est de ne pas jeter l'éponge. Père de 3 enfants, membre du Parti socialiste, catholique pratiquant, Pascal Lamy est sûrement, avec Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, l'un des Français les plus influents au monde. C'est en 1981 que sa carrière politique commence. Lamy rejoint Jacques Delors au ministère des Finances avant de le suivre à Bruxelles. Peu à peu, il se construit un réseau et une réputation de bosseur acharné, de technocrate brillant et rigoureux. Delors le surnomme le moine soldat. 1994, l'aventure européenne prend brièvement fin. Pascal Lamy devient numéro 2 du Crédit Lyonnais, alors en pleine déroute. Il négocie avec succès le plan de sauvetage de la banque, en assure la privatisation. Sa carrière dans le privé s'arrête là. En 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, lui offre son ticket retour pour Bruxelles. Pascal Lamy devient commissaire européen en charge du commerce international. Là encore, il se démarque et devient l'homme fort de la Commission. Homme de gauche et libéral, grand fan de musique classique, Lamy estime que tous les pays doivent profiter de la mondialisation, à condition qu'elle soit maîtrisée. Une trahison pour les altermondialistes qui lui mènent la vie dure lors du sommet de l'OMC à Cancun, fin 2003. Jacques Chirac aussi le trouve trop libéral. Le président lui reproche de ne pas défendre les intérêts français, notamment sur la politique agricole commune. Des critiques qui n'empêcheront pas Pascal Lamy de prendre la tête de l'OMC en 2005. Ce marathonien qui parcourt 1500 km à pied par an se lance dans une course d'un autre genre. Il multiplie les réunions de la dernière chance pour finaliser le cycle des négociations de Doha sur la libéralisation du commerce mondial. Mais les échecs s'enchaînent et à 61 ans, Pascal Lamy n'a plus qu'1 an pour recoller les morceaux et accomplir sa mission. Le moine soldat en a fait une affaire personnelle. Alors on vient de voir avec le portrait de Julien Fanchouli, vous êtes totalement engagé dans ce marathon du commerce mondial. Est-ce que vous pensez que l'OMC aurait pu être plus présente aux côtés du FMI, par exemple, pour mettre en place dès maintenant, dans l'urgence, une sorte de gouvernance mondiale ? Je suis un avocat d'une gouvernance mondiale plus structurée, plus forte, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des problèmes sont globaux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de régulation mondiale, nous avons besoin de gouvernance mondiale, et ceci implique automatiquement des entorses à la souveraineté des États-nations telle qu'elle a été définie depuis 1648 et la paix de Westphalie. Le système international, aujourd'hui, est en partie régulé. L'Organisation mondiale du commerce est sans doute une des organisations la plus sophistiquée. Mais l'Organisation mondiale de la santé existe, elle travaille. L'Organisation internationale des télécommunications existe, elle travaille. L'Organisation internationale du travail existe, elle travaille. Il n'y a pas d'Organisation mondiale de la finance,
dont l'objectif, agréé par ses membres, soit de réguler la finance mondiale. Nous travaillons avec Dominique Strauss-Kahn, avec Bob Zoellick, avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec le Programme des Nations Unies pour le développement, en permanence. Nous sommes par exemple en train d'essayer de vérifier, ensemble, tous les trois, avec la communauté bancaire internationale, que cette crise du crédit ne va pas impacter le crédit du commerce international, le financement des importations et des exportations, ce qui évidemment serait dramatique pour les pays en développement. Donc nous travaillons ensemble. Vous appelez à la création d'une organisation mondiale de la finance, une OMF, qui n'existe pas aujourd'hui? Je suis en faveur d'une meilleure régulation de la finance mondiale. Bon. Ceci étant, le fait que moi, patron de l'OMC, dans mon épicerie, ait cette opinion, je sors déjà beaucoup de mon rôle. La question n'est pas de savoir si je suis pour ou contre. La question, c'est de savoir si les États-nations souverains du monde d'aujourd'hui, les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Brésil, sont ou non en faveur d'une régulation plus forte de la finance internationale. Et jusqu'à présent, c'est pas que la question n'ait pas été posée. Jusqu'à présent, la réponse a été non. Est-ce que cette crise va provoquer l'énergie politique pour dire oui, nous devons, et ensuite on va mettre les architectes autour de la table. Et une négociation d'architectes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est pas si simple que ça. C'est un enjeu fondamental, mais il faut bien savoir qu'une fois qu'on a dit ça, il reste à le négocier. Ceci doit être négocié entre États-nations souverains, puissants. Il faut qu'ils fassent des concessions. Et ensuite, il faut expliquer ça à leur opinion publique. Alors, nous allons revenir sur cette idée de création d'une nouvelle organisation mondiale de la finance dans quelques minutes. Après avoir regardé ensemble le journal de France 24, nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau du Talk de Paris pour une émission enregistrée à Genève sur les bords du lac Léman au siège de l'Organisation mondiale du commerce dont le directeur général est Pascal Lamy. Alors Pascal Lamy, est-ce que vous êtes favorable à la réunion d'un G8 élargi exceptionnel pour essayer de trouver des solutions à l'échelle du monde? C'est une idée que défend Nicolas Sarkozy. Il va d'ailleurs à Washington pour en parler avec George Bush. Non, s'il s'agit, après la phase pompier, dans laquelle nous sommes, de passer à une phase de construction d'un nouvel édifice dont l'objectif serait de mettre au point une régulation de la finance globale, réponse, oui. Je suis pour cette idée qui est défendue par le président de la République française, qui est défendue par le Premier ministre britannique. On verra si elle est défendue par les Américains maintenant, ou plus probablement par la nouvelle administration. Il semble que George Bush ait accepté le principe maintenant. Réponse, oui, sur le principe, mais, ce ne sont plus seulement les États-Unis et l'Europe qui peuvent faire ça. Il faut que les nouvelles puissances de l'économie mondiale d'aujourd'hui soient autour de la table. Et comme vous le savez, cette histoire d'élargissement du G8, ça fait un moment que ça traîne. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on parle toujours de G8. Et le G8, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas l'Indonésie, il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas les Saoudiens. Bon, donc si ce G8 avait lieu, il faudrait les inviter là à cette réunion? Ah oui, ça là-dessus, je suis absolument catégorique. Et d'ailleurs, si vous voulez, je suis catégorique parce que c'est ce que je vis tous les jours à l'OMC. Donc oui au G8 élargi le plus rapidement possible. Vous pensez, comme le disent beaucoup de gens, qu'il faut refonder le capitalisme? Je crois que le capitalisme de marché, qui est le système dominant dans lequel nous vivons, qu'on trouve ça bien ou pas bien, et d'ailleurs je ne suis pas, vous savez, peut-être parmi ses principaux turiféraires, je pense qu'il a besoin d'être maîtrisé et d'être régulé. Tel qu'il est, il a vécu. J'ai toujours été un partisan d'une mondialisation maîtrisée, parce que je pense que cette mondialisation a d'énormes effets bénéfiques, parce qu'elle sort des centaines de millions de gens de la pauvreté, et qu'à la fin du fin, c'est quand même probablement ça un des objectifs principaux de la politique. Mais il faut savoir
que ceci sera difficile, ceci sera complexe. Les problèmes financiers, comparés aux problèmes commerciaux, sont d'une incroyable complexité. Si vous comparez ce qu'il faut faire pour réguler la finance mondiale à ce que nous avons fait pour réguler le commerce mondial et ce que nous essayons de faire pour améliorer cette régulation, c'est la différence entre le certificat d'études et l'entrée à Polytechnique. Alors, c'est compliqué, mais il faut le faire, et il faut donc de nouveaux accords Bretton Woods, qui, je le rappelle, sont l'architecture actuelle de la finance et de la finance mondiale. Donc, il faut, selon vous, donc, de nouveaux accords de Bretton Woods, il faut les négocier. Vous envisagez comment l'évolution des choses? Un grand marchandage mondial? Quelle est votre solution? Il y a, sur la planète d'aujourd'hui, des enjeux énormes de régulation. Aujourd'hui, on a un système international dans lequel vous avez le commerce, la santé, l'environnement, le travail, pas beaucoup la finance, pour les raisons qu'on a dites. Peut-être est-il préférable de vérifier avant quelle est la feuille de route qu'on se donne pour construire une architecture de régulation de la finance mondiale. Mais ces problèmes sont effectivement en partie liés. Prenez quelque chose qui est très loin de l'Organisation mondiale du commerce, qui est le Conseil de sécurité des Nations unies. Mettez-vous à la place des dirigeants indiens. Un continent, une puissance globale dans le monde d'aujourd'hui, qui n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que vous allez accepter d'entrer dans un système de régulation globale alors que le Conseil de sécurité a été façonné il y a 50 ans en fonction des résultats de la Seconde Guerre mondiale, qui sont sans doute historiquement importants, mais qui, dans le monde d'aujourd'hui, ne sont plus pertinents du point de vue de la répartition des pouvoirs. Donc il faut aborder ces questions, franchement. Et il faut en parler aux opinions. Mais est-ce que vous êtes convaincu que pour résoudre les problèmes actuels, il faut un nouveau Bretton Woods et il faut un grand marchandage qui sorte même du domaine de la finance pour y allier les problèmes du climat, de la pollution, de la sécurité énergétique, enfin l'ensemble de ce qu'il y a sur la table pour vraiment repartir sur de bonnes bases? Sur la finance, réponse oui. Et j'espère, encore une fois, qu'une fois les pompiers partis, on n'oubliera pas de penser à remettre le système sur pied. Je dis à remettre, je me trompe, à mettre le système sur pied. Il n'y avait pas de système de régulation de la finance mondiale. Qu'il faille tout mettre ensemble dans une grande négociation, j'en suis pas sûr. J'ai une certaine expérience de la négociation, donc je serai prudent sur votre proposition de grand marchandage. Une dernière chose sur l'Europe. On a vu que, au plus fort de la crise, l'Europe avait réussi à s'unir et à trouver des solutions, notamment avec ce plan donc de sauvetage des banques. Est-ce que c'est un moment historique pour l'Europe? Est-ce que c'est l'occasion pour l'Europe d'exister et de devenir une vraie puissance mondiale? Est-ce que c'est finalement ce qu'on retiendra de cette crise? Je crois, sans me mêler des affaires intérieures européennes, même si j'y ai été mêlé pendant de longues années de ma vie professionnelle, je crois que l'Europe a progressé par crise. L'Europe est née d'une énorme crise qui a été, disons, les deux convulsions des deux guerres mondiales du siècle dernier et de toutes les horreurs qu'elles ont provoquées. La bonne nouvelle, d'un certain point de vue, a été que tant que les Européens ne s'étaient pas mis d'accord entre eux, la confiance n'était pas là. Si vous lisez cette réalité avec des lunettes politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énorme demande d'Europe dans le système et qu'il y a une énorme demande pour que les Européens soient d'accord sur une politique commune. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la présidence française a été, me semble-t-il, et encore une fois sans vouloir rentrer dans des appréciations intra-européennes, a été efficace. La preuve d'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est que l'Europe a pris un leadership dans la gestion de cette crise qui n'était pas forcément, j'aurais pas forcément parié là-dessus au départ. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut savoir en tirer toutes les conséquences. À l'Organisation mondiale du commerce, l'Europe, elle parle non seulement d'une seule voix, mais d'une seule bouche. Il y a un négociateur unique. Au FMI et à la Banque mondiale, les Européens continuent à avoir 3, 4, 5 représentants, qui d'ailleurs en général disent à peu près la même chose, ce qui a pour effet d'agacer un peu ceux qui les écoutent. Donc là, il faut être logique.
Si on croit, ce qui est mon cas, qu'il faut davantage d'intégration européenne pour participer à une gouvernance mondiale plus structurée, alors il faut aussi que les Européens acceptent que, par exemple en matière de finances, il y ait une personne qui parle pour l'Europe. Compte tenu de l'indépendance de la Banque centrale en Europe, ce sera forcément un politique et celui qui dirige la Banque centrale, Jean-Claude Trichet, mais il faut accepter les conséquences de cela. Et donc peut-être envisager une nouvelle gouvernance pour l'Europe aussi. Je crois que cette expérience a montré que les raisons techniques, il y a eu des débats entre Européens, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais il y a eu des débats entre Européens. Est-ce qu'il faut davantage de supervision bancaire au niveau européen? Est-ce qu'il faut une supervision des marchés financiers? Il y a eu des débats entre Européens ces dernières années. La réponse a été non. Après la crise, la réponse, c'est plutôt oui, et ça correspond à mon point de vue personnel. Alors, il y a un autre événement que le monde attend, c'est l'élection du nouveau président des États-Unis. Je vous propose d'écouter à ce propos une question de Jacques Mistral, l'un des économistes, l'un des experts de l'IFRI. Bonjour Pascal Lamy, voici ma question. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis peut donner une nouvelle chance aux négociations multilatérales? Et est-ce que la condition de succès peut se trouver dans le fait de rechercher un grand marchandage dans lequel le commerce, la finance, le climat inviteraient à poser, dans des termes nouveaux, les questions de la gouvernance mondiale? Bon, réponse sur le grand marchandage, nous venons d'en parler, je n'y reviens pas. Sur l'influence de l'élection américaine sur mes propres affaires d'épicier, qui encore une fois sont dans un domaine qui est relativement contenu, sans doute à la marge, y a-t-il une petite différence en matière de commerce international entre une administration républicaine et une administration démocrate. Mais la réalité, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir en matière de négociation commerciale internationale, il est au Congrès. Alors je prolonge la question, est-ce que vous espérez toujours, est-ce que c'est possible d'arriver à un accord sur la négociation de Doha, sur le commerce mondial, avant la fin de l'année 2009, avant que George Bush ne quitte la Maison-Blanche? Nous ne terminerons pas l'ensemble de la négociation avant que George Bush ne quitte la Maison-Blanche. Ce que nous pouvons terminer, disons, d'ici la fin de cette année, c'est cette avant-dernière étape qu'on a franchie à 85% en juillet, il aurait mieux valu la conclure à 100%, et d'ailleurs, les Indiens, les Américains, les Brésiliens, les autres membres de l'OMC, les Européens sont, à l'heure à laquelle nous nous parlons, dans les salles de ce bâtiment, en train de retravailler techniquement, et je verrai, le moment venu, si je dois reconvoquer, réinviter, disons, les ministres à Genève pour boucler cette étape importante. Je pense que c'est possible. Donc peut-être une nouvelle réunion au sommet de l'OMC ici à Genève avant la fin de l'année quand même. C'est de l'ordre du possible, du souhaitable, mais ça dépend beaucoup des progrès techniques qui sont faits dans la négociation. Et en même temps, il n'est pas possible donc qu'il y ait un véritable accord avant que le nouveau président américain ne prenne ses fonctions en janvier 2009. Ce que nous pouvons faire, c'est franchir l'avant-dernière étape. Si nous concluons cette avant-dernière étape avant la fin 2008, une conclusion de l'ensemble de la négociation en 2009 est possible. Et alors vous êtes optimiste? Vous êtes à 50-50, 80-100? Je suis jamais optimiste ni pessimiste. C'est trop dangereux pour ma santé d'être optimiste. Je suis activiste, non pas d'ailleurs, comme je l'ai vu dans votre portrait tout à l'heure, que j'en fasse une affaire personnelle. Les membres de l'OMC ont décidé conjointement, consensuellement, entre eux, de ce programme de négociation, de la direction qu'il fallait prendre. Ils en négocient les détails. Ils veulent la conclusion de ce round. Simplement, c'est une négociation. Et mon rôle, c'est un peu d'être l'accoucheur de cette négociation. Alors, que, disons, la sage-femme se sente de temps en temps un peu propriétaire du bébé quand il apparaît, c'est normal. Mais c'est le bébé, ce n'est pas le mien, c'est le leur. Mais vous concernant, est-ce que s'il y avait un succès, ça vous encouragerait à rester à la tête de l'OMC ici à Genève,
ou en partir avec ces lauriers-là? Ou est-ce que finalement, s'il y avait un échec, vous voudriez rester pour essayer de l'emporter encore pendant 4 ans? Non, c'est vrai que je suis assez attaché à ce que j'essaie de faire. Encore une fois, non pas que ce soit mon turf à moi, c'est le leur qu'ils m'ont confié, et c'est parce que c'est leur turf qu'ils m'ont confié que j'essaie de les aider à aboutir dans ce domaine comme dans d'autres. Maintenant, je n'ai pas encore décidé de la réponse que je donnerai au président du Conseil général avant le 1er décembre. Dernière question, la crise mondiale actuelle financière, la récession annoncée, la principale victime, c'est qui aujourd'hui? C'est difficile à dire, puisque les développements sont encore en cours. Ce à quoi il faut veiller, c'est à ce que la partie du monde qui est la plus pauvre, qui se trouve, elle, être celle qui se développe le plus vite, ne soit pas endommagée à l'excès par cette crise. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On peut lire ça sous l'angle politique, parce que nous avons besoin que ces pays se développent pour que le monde soit un peu moins instable et dangereux. On peut lire ça sous l'angle moral. Après tout, la justice et la pauvreté, ça fait sens, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. On peut lire ça sous un angle purement économique. Nous en avons parlé tout à l'heure. Où est le moteur de la croissance mondiale dans les années qui viennent? Il est dans les pays en développement, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Donc, même si on prend une conception, si vous voulez, la plus mercantiliste qui soit, de l'intérêt bien compris de chacun, il faut veiller à préserver cette partie-là du monde des effets d'une crise qui sera sûrement pénible et difficile pour beaucoup de citoyens de cette planète. Et d'un mot, l'état du monde aujourd'hui, comment vous le résumeriez d'une formule? Certains disent en route vers l'inconnu. Quelle est votre appréciation? Il est en convulsion à cause de cette crise financière, parce que la finance globale n'était pas régulée globalement. Donc le monde d'aujourd'hui, il est en train de réfléchir à la question de savoir comment, dans un monde global, peut-on maîtriser des évolutions aussi gigantesques que celle-là par une régulation globale. Je crois qu'il est logique que ceci conduise à des réflexions profondes sur la manière dont ce monde est organisé, et notamment sur le rapport des forces qui a présidé à ce qui existe d'organisation actuellement. On est au bord du gouffre ou pas? Historiquement, on est, je l'espère, passé tout près du bord du gouffre, même si une économie n'implose pas. Il n'y a pas un grand trou noir économique. Mais je crois que le déficit de confiance dans le système avait atteint des proportions telles que ceci pouvait conduire à une espèce d'énorme constriction qui serait, si je puis dire, l'équivalent de l'énorme dilatation qu'on a constatée dans le monde de la finance depuis 10 ou 20 ans. J'ai été banquier pendant quelques années de ma vie. Mais on en est sorti. Mais on est passé tout près, mais on y a échappé. Je suis prudent sur ce point. Je pense que les responsables du côté pompier l'ont fait vite, fort, comme il fallait le faire. Est-ce que ceci suffit? Est-ce que, encore une fois, l'incendie est complètement éteint? Là-dessus, je n'en sais pas plus que vous, je l'espère. J'y travaille pour mon petit bout de gouvernance internationale, mais il faut beaucoup de blocs ensemble pour recréer ce système, cette idée que nous vivons dans un monde qui est correctement gouverné globalement. Ce sera le mot de la fin, Pascal Lamy. Merci beaucoup d'avoir participé à ce talk de Paris exceptionnel en raison de la crise que nous traversons actuellement. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du talk de Paris. À très bientôt.